Grosse colère. Le charme conjugué de Bruno Soulac et de son magot, un sous-directeur de la prison et un gardien l'ont aidé à s'évader. Des grévistes condamnés à rembourser des non-grévistes, un jugement sans précédent du tribunal d'instance d'Amiens. À New York ce soir, le cours de l'or s'envole, celui du dollar plonge. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Joueront, joueront pas. Le mystère le plus épais plane sur le match de Coupe d'Europe Dniepr-Bordeaux. Bloqué à Kiev avec son équipe, furieux des difficultés de transport du semble-t-il au mauvais temps, le bouillant président des Girondins, Claude Bèze, a déclaré tout net aux Soviétiques cet après-midi « Nous rentrons en France ». Depuis, il a réfléchi. Et même les jambes molles, il se peut que les Girondins jouent quand même demain. Michel Drey nous compte par le menu les épisodes de ce feuilleton footballistique. Les Bordelais, qui connaissent pourtant la musique, ont eu droit à un drôle de récital du côté de Kiev. Kiev ne devait être qu'une escale pour formalités de police et de douane, avant de redécoller vers Krivoy Rog, en Ukraine. Mais le brouillard en a décidé autrement. Bernard Lacombe, auteur du but bordelais lors du match aller, se demande encore si ce brouillard n'est pas diplomatique, et si ce fâcheux contretemps n'est pas volontaire. Et Dieter Müller, très malchanceux le 6 mars, il avait manqué un pénalty, lui qui avait eu autant de mal à trouver Krivoy Rog sur la carte que le chemin des buts à Bordeaux, vous l'imaginez après une nuit à Kiev, 10 heures de train et une température sibérienne en Ukraine, ce serait la Bérésina. La décision de Claude Bèze de rentrer en France sans disputer ce match retour serait un fait sans précédent. Et même si un huissier présent parmi la délégation bordelaise note scrupuleusement tous les détails de ce rocambolesque voyage, les Girondins peuvent s'attendre à des sanctions de la part de l'UEFA, match perdu et 5 ans de suspension en Coupe d'Europe. Normalement et réglementairement, Bordeaux sera considéré comme forfait, donc éliminé de la Coupe d'Europe, mais Bordeaux a peut-être des arguments à faire valoir en défense, pour défendre son attitude, et peut-être ces arguments convaincront la commission qui sera chargée de les examiner. Il faut attendre demain, voir ce qui se passera demain. C'est malheureux pour un dirigeant de dire ça n'a pas l'air très responsable, mais il y a tellement de rebondissements que maintenant je ne comprends plus grand-chose à ce qui doit se passer. Une dernière information nous apprend que les Girondins pourraient finalement prendre l'avion demain pour Krivoy Rog et se présenter en tenue à l'heure du match. Rendez-vous demain alors. Bruno Soulac, toujours dans un état grave, n'est pas, on le sait, un malfaiteur ordinaire. Mais deux de ceux qui étaient chargés en principe de sa détention ne sont pas banals non plus. Un sous-directeur de la prison de Fleury-Mérogis et un des gardiens ont en effet avoué avoir aidé, sinon proposé, à Soulac de s'évader, moyennant finance, aurait-il dit. Ils sont maintenant en train de s'expliquer à la justice. Hubert Coudurier. Grâce aux clés fournies par un jeune gardien stagiaire, Bruno Soulac a pu s'échapper de sa cellule en direction du bâtiment administratif donnant sur le parking extérieur où une voiture l'attendait. Soulac était également muni d'explosifs et d'un talkie-walkie au moment où il fut surpris, décidant alors de se jeter du 2e étage. Soulac avait fait miroiter à ses deux complices la somme de 400 millions de centimes, provenant sans doute du butin accumulé au cours de ses différents casses. En fait, ils n'auront touché que quelques dizaines de milliers de francs avant cette tentative d'évasion. Mais la personnalité séduisante de cet Arsène Lupin un peu mythique, face à la jeunesse de ses acolytes, aura vraisemblablement fait le reste. Vous avez des surveillants qui ont une certaine sympathie pour certains détenus. Il faut qu'ils les connaissent, c'est entendu. Tant qu'ils ne les connaissent pas bien, qu'ils ne les ont pas pratiqués, comme on dit, ils sont parfaitement indifférents. Et la corruption est fréquente ? Non, à mon avis, elle est très rare. Elle est très rare et ça, c'est tout à l'éloge de l'administration pénitentiaire. Parce que, vous savez, la vie des gardiens n'est pas toujours drôle, hein, croyez-moi. Cette nouvelle évasion rend curieux sur les systèmes de sécurité des prisons. Fleury-Mérogis a été conçue comme une prison modèle. Eh bien, l'expérience a montré que les détenus étaient parfois, eux, des modèles d'imagination. Philippe Villamidjana. Si les quartiers de haute sécurité ont disparu, certains détenus restent encore sous haute surveillance. On les appelle les DPS, détenus particulièrement surveillés. À Fleury-Mérogis,
Sur 4613 détenus, il y en a aujourd'hui 31. Sulac était de ceux-là. DPS, cela veut dire un changement de cellule fréquent et des fouilles régulières. Dans tous les déplacements, le DPS est accompagné par un gardien. Pour les parloirs, tout visiteur passe au portique de détection et un surveillant est présent dans la salle. Fleury-Mérogis, ce sont des grilles, des portes et des couloirs où tout est calculé pour la sécurité. Une seule porte ouverte à la fois, le tout commandé d'un noyau central. Bref, rien ne doit échapper à la vigilance. Tout véhicule qui entre ou sort de la prison est contrôlé. Enfin, ultime détail, depuis l'évasion par hélicoptère, en février 81, on a tendu des câbles au-dessus des aires de promenade. Conséquence, pour s'évader de Fleury, il faut une complicité intérieure ou une chance exceptionnelle. Soulac a eu l'une, mais pas l'autre. Des grévistes condamnés par un tribunal à payer les journées perdues aux non-grévistes. Du jamais vu dans les annales du droit de grève en France. Cela s'est passé à Amiens dans le conflit de l'usine d'Elsay. Jugement exemplaire dans un conflit qui ne l'est pas moins. Tout un village est divisé par cette affaire. Anne Rongère. Juin 83, grève à l'usine d'Elsay, le principal employeur ici. Deux revendications, 13e mois, amélioration des conditions de travail. Le conflit va durer 3 semaines. Un piquet de grève se forme à l'entrée de l'usine, bloquant l'arrivée des camions de pièces détachées. L'usine cesse la production. Très vite, le conflit se durcit entre grévistes, 100 sur 600 salariés, et non-grévistes. Fin 83, 182 non-grévistes entament une action auprès des prud'hommes contre les grévistes. Une action pour atteinte à la liberté du travail, action manipulée, dit la CGT, par la direction. Les non-grévistes réclament le remboursement des journées de travail perdues. Les prud'hommes n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est la présidente du tribunal d'instance qui a tranché hier, les grévistes devront payer 550 000 francs. Aujourd'hui, à l'intérieur de l'usine, on n'a parlé que de cela. Mais à la sortie, rares sont ceux qui acceptent de parler. Vous êtes au courant du jugement qui a été décidé sur l'affaire d'Elsay ? La plupart du temps, c'est le silence, car les avis sont partagés. Qui a été fait sur l'affaire d'Elsay, vous avez regardé Pôle emploi ? Moi, je trouve que c'est honteux, c'est vraiment ignoble de penser ça, de mettre les gens sur la paille. Déjà qu'ils y sont assez, c'est pas avec 120 000 francs par mois qu'ils vont arriver à payer une somme pareille. Alors, est-ce que vous trouvez ça normal ? Ben, un peu parce que... Disons un peu, oui. Parce que, je vous dis, la liberté du travail, c'est quand même eux qui ont empêché les gens d'aller travailler. Et le salaire ne rentrait pas, bon ben... C'est ça le problème, hein. Les pour, les contre, il y a aussi ceux qui préfèrent oublier. Je n'en entends parler. Moi j'ai perdu de l'argent, c'est tout, c'est terminé. Mais vous n'allez pas en demander à Non, votre je collègue ? demande, non, pas de question. Car ce que personne n'oublie, c'est que sur 24 grévistes condamnés, 18 sont aujourd'hui au chômage, licenciés après le conflit. Or, ce sont eux qui doivent payer, dit le jugement, et non pas leur syndicat. Alors, au village comme à l'usine, la combativité des premiers jours s'estompe. La scission entre grévistes et non-grévistes s'atténue. Ce soir, 24 heures après le jugement, une assemblée générale que vous voyez ici a réuni pour la première fois depuis le conflit grévistes et non-grévistes. Ces derniers ont proposé de renoncer aux sommes allouées par le tribunal dans la mesure où le jugement leur donne raison sur le fond. Mais même si cet arrangement est accepté, le problème de fond demeure, liberté du travail contre droit de grève. Est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous observez ces derniers temps comme un durcissement de la magistrature ou dans les prud'hommes ? Si vous voulez, je crois, votre question est un peu délicate, mais je crois que dans la période que nous vivons, les magistrats sont sensibles à l'ère du temps. Vous savez, l'ère du temps, c'est l'ère de la crise, c'est l'ère de certaines difficultés, et il y a un moment où on accorde plus d'oreilles aux libertés, un autre moment plus d'oreilles aux nécessités économiques et à l'intérêt, je crois, des entreprises, parfois des entreprises voulant dire des entrepreneurs et des employeurs. Je pense que depuis quelques mois, quelques années même, on peut considérer qu'il y a un raidissement de la magistrature qui tente à limiter, à cantonner de façon très étroite la liberté de la grève, et je pense que c'est une orientation qui est un peu critiquable. Grève à la SNCF. Les cheminots CGT et autonomes n'ont pas travaillé aujourd'hui pour défendre leur pouvoir d'achat et leurs conditions de travail. Le trafic, plus ou moins perturbé dans la journée, de 25 à 70% selon les régions, fonctionnera normalement demain.
Le principal syndicat d'enseignants du secondaire, le SNES, tient un congrès depuis hier à Besançon jusqu'au 22 mars. Au début d'une période politique que le SNES prévoit comme difficile pour le mouvement syndical en général et pour lui en particulier, on parlera stratégie et programme. Nous y reviendrons dans les jours qui viennent. Sur le strict plan de l'éducation, un des problèmes qui préoccupe le plus le SNES, c'est celui de l'échec scolaire. Véronique Bonnet a suivi une enseignante de son collège au congrès. En arrivant dans ce collège il y a 3 ans, Françoise Parizel, professeure d'anglais, avoue s'être trouvée en décalage, car les élèves y sont pour la plupart en situation d'échec scolaire et sa formation ne correspondait plus à leurs besoins. Ici, plus qu'ailleurs, se pose le problème de l'hétérogénéité des niveaux. Pour qui faire le cours, pour les 3 premiers rangs ou pour le fond de la classe. Et alors, comment pousser les plus en difficulté quand ni les méthodes ni les programmes ne sont adaptés? Et encore, comment éviter le butoir du passage en seconde? Bon, c'est la moins mauvaise des deux, mais le problème c'est qu'en exercice, il n'y en a pas un qui a la moyenne. Bon, en leçon, il y a un petit progrès, j'ai que 7 personnes qui ont la moyenne. C'est quand même une classe où, à mon avis, la moitié des élèves ne sont absolument pas intéressés par ce que l'on fait. Il y en a qui ont demandé à passer en seconde et puis il y en a qui ont demandé à BEP. On va avoir des problèmes. Il faut absolument partir de l'intérêt des élèves. Il faut trouver, à travers les types d'activités qu'on leur propose, qui s'intéressent à ce qu'on fait. Sinon, ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas, ils ne travaillent pas, ils n'apprennent pas. Est-ce que vous souhaitez une révision des programmes? Absolument. Dans quel sens? D'une mise à jour par rapport aux recherches. Les recherches pédagogiques, on n'en fait pas assez. Et dans ce cas, comment parvenir aux 80% de bacheliers souhaités par le gouvernement? Pour le SNES, cela passe par un changement des programmes, par un travail d'équipe interdisciplinaire et par une réforme de la formation initiale des maîtres. Enfin, seront abordés les thèmes corporatistes sur les salaires et les effectifs. À l'ouverture de son congrès, le SNES semble satisfait, car Jean-Pierre Chevènement vient d'annoncer le déblocage de 3000 postes au concours de l'agrégation et du CAPES. Un premier pas qui confirme la nécessité de l'action. 6,4 milliards de déficit pour la balance commerciale française en février. C'est beaucoup comparé aux 3,8 milliards de janvier. Explication, une forte augmentation des importations d'énergie, pétrole et gaz à cause du grand froid. Bruxelles est devenue la capitale des marathons, même si on n'y voit jamais de coureurs à pied. Le dernier en date est la négociation sur l'entrée de l'Espagne et du Portugal dans le marché commun. Malgré une montagne de problèmes, les discussions se poursuivent et chacun paraît ce soir bien décidé à aboutir, quitte à prolonger encore la réunion. Il est intéressant de savoir pourquoi. Pierre-Yves Calizot. Qui, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, de la France ou de l'Italie, a intérêt à voir échouer cette négociation? Aucun de ces grands pays de la communauté, bien entendu. L'Allemagne, qui ne veut pas être accusée de bloquer le financement de la communauté, elle n'accepte d'augmenter les ressources propres qu'à 12. La Grande-Bretagne, qui veut toucher son chèque, et puis qui se dit au fond d'elle-même qu'à 12, eh bien la politique agricole commune ira un peu plus mal. La France, qui politiquement ne peut se permettre le luxe de compter, après mars 86, sur un Parlement qui ratifiera avec autant de facilité une telle adhésion. L'Italie, enfin, qui préside la communauté et qui ne veut pas entendre parler d'un échec, d'autant que cet élargissement ne lui coûtera pas grand-chose. Alors logiquement, eh bien ici, on se dit que l'on devrait parvenir à un accord. Seulement, voilà, les négociations ce soir encore piétinent. Les dossiers sur la pêche et l'agriculture se heurtent à des points qui donnent lieu à des marchandages sans fin. Et certains disent même que l'on pourrait avoir une prochaine session sur l'élargissement, juste avant le sommet des chefs d'État et de gouvernement, à la fin du mois, à Bruxelles, un sommet où l'on devrait annoncer officiellement, si tout va bien, que l'Espagne et le Portugal entreront dans la communauté le 1er janvier 86. Le président irakien Saddam Hussein est loin d'être seul dans sa guerre contre l'Iran. Témoin la visite que lui ont faite hier le président égyptien Moubarak et le roi jordanien Hussein. Embrassade d'autant plus remarquable que depuis 1979, l'Irak a rompu ses relations diplomatiques avec l'Égypte à cause des accords de Camp David. Depuis 2 ans, cependant, des relations officieuses se sont renouées. L'Égypte fournit des armes et des volontaires par milliers à Saddam Hussein. La Jordanie, elle, fournit un soutien logistique. En voyant les choses d'un autre point de vue, force est de remarquer aussi que cette visite spectaculaire est un nouveau pas vers la réintégration de l'Égypte dans le camp arabe.
La guéguerre des colleurs d'affiches pendant les campagnes électorales va-t-elle cesser, faute de combattants? On peut se poser la question devant une nouvelle technique d'affichage qui nous arrive. Fini le saut de colle et le balai, tout se fait par ordinateur sur des panneaux commandés à distance et programmés par ordinateur. Les Japonais ont déjà 300 écrans en service jour et nuit, américains, australiens, hollandais s'y sont mis, nous aussi. Jean-Pierre Léony et Patrick Boileau. L'affichage est en France un média important, il représente environ 12% des investissements publicitaires et c'est un record par rapport à ce que l'on peut constater sur d'autres marchés étrangers. L'écran électromécanique que vous voyez est constitué d'une multitude de cubes de tailles différentes, de 4 couleurs de base, qui permettent d'adopter n'importe quelle forme, d'une part au point de vue taille de l'écran, et d'autre part dans la couleur, c'est-à-dire que l'on peut obtenir toutes les couleurs disponibles dans une affiche classique. Il s'agit de messages qui sont préenregistrés sur des disquettes grâce à un ordinateur. Ces disquettes délivrent un message qui est une image que vous pouvez revoir et voir sur l'écran, qui permet d'expliquer et de diffuser à peu près toutes les images actuellement disponibles dans le commerce. Je mets ce document sur cette caméra qui saisit en noir et blanc. Je vais donc le centrer. Alors j'appelle la fonction sur l'ordinateur. À chaque niveau de grille, je vais associer une des 96 couleurs de la palette. J'appelle ces palettes. À partir de là, je vais associer les couleurs. Donc je peux revenir en arrière. Je vais mémoriser maintenant cette image sur une disquette. Voilà. Et je peux maintenant alimenter les écrans qui sont dans la ville. À partir du moment où le procédé se développerait, à partir du moment où le réseau se développerait, on peut se poser la question de savoir s'il ne se développera pas aux dépens d'autres formes plus traditionnelles. Elles deviendront en l'occurrence traditionnelles d'affichage. Les amateurs de dollars sont pris de doute depuis 2 jours. Résultat, le dollar baisse et baisse beaucoup, Henri Laurey. Et oui, la fermeture de 71 établissements bancaires dans l'État d'Ohio et d'autres incertitudes sur l'économie américaine plongent le dollar dans le plus grand embarras. À Paris, la baisse a été sensible pendant que l'or remontait et le dollar pourrait bien passer en dessous de 10 francs. Demain, à Paris, il est déjà passé sous les 10 francs à New York ce soir. Ces nouvelles sont peu rassurantes. Elles ont accentué le repli des valeurs françaises qui tenaient la grande forme la semaine dernière à la bourse et qui ont donc encore perdu du terrain aujourd'hui. En revanche, c'est à n'y rien comprendre, les mêmes remous monétaires ont eu un effet dopant sur le marché de Wall Street, où l'indice Dow Jones était en forte hausse peu avant la clôture. Alors dites Henri, c'est sérieux cette histoire de banqueroute des banques de l'État de l'Ohio aux États-Unis dont vous parliez vendredi? Est-ce que c'est ça qui explique cette chute brutale du dollar? C'est sérieux, je ne sais pas si ça explique à elle seule la chute brutale du dollar. Ce qui est sûr, c'est que les guichets de ces banques sont toujours fermés aujourd'hui pour empêcher les épargnants de retirer leur argent à la suite des pertes importantes d'une de ces banques. Alors même si ça ne menace pas le système bancaire américain dans son ensemble, ça fait plutôt mauvais genre. Et puis, il y a des difficultés, les agriculteurs et plus généralement les entreprises américaines qui, avec un dollar trop fort, n'arrivent plus à exporter. Dans le Middle West, on commence à trouver sérieusement que ça suffit. Mais alors, il y a aussi le problème des déficits qui n'est toujours pas résolu. Oui, alors l'autre cause, ce sont les déficits. En effet, celui de la balance des paiements en 84 a atteint 105 milliards de dollars.
Le déficit budgétaire, lui, ce problème n'est toujours pas réglé. C'est un autre motif d'inquiétude. Et puis, il y a les indices qui montrent que si la consommation est toujours forte aux États-Unis, la production, elle, se ralentit. Et c'est peut-être le signe d'un essoufflement. Alors, tout ça, joint au fait qu'on a l'impression, vrai ou faux, l'avenir le dira, que le dollar avait atteint le haut de son cycle de hausse, eh bien, on comprend mieux la crise de confiance qui gagne actuellement les milieux financiers. Reste à savoir si ce n'est qu'un feu de paille ou si au contraire le début d'une sérieuse remise en ordre. Le temps demain, nuages et pluie le matin, de l'Aquitaine au Languedoc et ensuite jusqu'à la Provence et les Alpes. J'attends une jolie carte qui ne vient pas, la voici. De la neige au-dessus de 1200 à 1500 mètres dans les Pyrénées et dans les Alpes. Sur les autres régions du soleil, mais du soleil frais avec des gelées le matin. Le soir, des nuages et de la pluie arriveront par l'ouest. Les températures seront encore fraîches. Il faudra compter de -2 à -6 pour les gelées du petit matin. Dernier détail, c'est le printemps dans 2 jours. Demain soir, nous avons rendez-vous à 22h05. Ce n'est pas le moment d'aller vous coucher. La deuxième partie de Manon des Sources, c'est maintenant, après le rappel des titres de ce journal. À demain et bonne fin de soirée. Le match Dniepr-Bordeaux aura-t-il lieu à Kiev? Le président des Girondins, Claude Bèze, fait une grosse colère. Le charme conjugué de Bruno Soulac et de son magot, un sous-directeur de la prison et un gardien l'ont aidé à s'évader de Fleury-Mérogis. Des grévistes condamnés à rembourser des non-grévistes, un jugement sans précédent du tribunal d'instance d'Amiens. Des panneaux électroniques à la place des affiches, déjà utilisés dans plusieurs pays, vont faire leur apparition à Paris dans un mois.